Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel webinaire Archipel qui a pour objectif de porter à votre connaissance les réalisations d'un projet CASDAR qui s'est terminé en décembre. Un projet CASDAR sur l'agriculture de précision qui s'appelait Agroup et qui était mené par les FRQMA Ouest et les FRQMA Occitanie. Donc, avant de débuter, un petit rappel sur ce qu'est le projet Archipel et ainsi que son fonctionnement. Donc, le projet Archipel est un projet CASDAR, dont le acronyme veut dire activer et roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. Et ses objectifs sont de favoriser l'appropriation et le déploiement des usages numériques pour les agriculteurs et les conseillers. Ce déploiement s'appuie sur 2 points en particulier, l'analyse d'outils de pilotage de la pousse de l'herbe et de la réduction des intrants en arbovitie, et tout en alliant des expertises techniques, économiques et sociales. Ce projet implique 2 régions, la région Pays de la Loire et la région Occitanie, avec 9 départements concernés, 12 structures engagées, donc 7 structures du réseau des chambres d'agriculture avec un pilotage conjoint de la Chambre d'agriculture Occitanie et la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et ensuite, l'Institut de l'élevage, l'ECUMA Occitanie, la FRQMA Occitanie, et des établissements, l'École supérieure d'agriculture d'Angers et l'Institut Agro Montpellier. Ce projet a pour objectif de travailler avec une douzaine de groupes sur les 3 filières, donc, sont l'élevage au travers la pousse de l'herbe et l'arbo et la vitie au travers de la gestion des intrants. Et il a débuté en 2024 et finira en décembre 2027. Ce projet, 3 grandes étapes. Une étape de capitalisation des usages avec un inventaire pour lequel nous avons déjà fait 3 webinaires pour présenter les résultats de la première phase d'inventaire. Et ensuite, donc aujourd'hui, nous sommes en cours de phase de caractérisation des conditions de déploiement et d'expertise des usages numériques pour voir comment ces solutions inventoriées se déploient et sont prises en main dans nos groupes. Et nous allons donc bientôt démarrer des actions de démultiplication autour de la proposition de formation autour du high-low-tech avec des journées prévues en Pays de la Loire et en Occitanie là, courant mai et juin, mais aussi des actions pour organiser la montée en compétence des conseillers, aussi la prise en main par les agriculteurs des solutions. Et donc le 3e axe est la diffusion des méthodologies du projet Archipel. Dans le cadre de ce projet, donc, on en fait toute des séries de webinaires qui ont donc pour objectif soit de présenter les résultats, mais aussi, comme aujourd'hui, de présenter des solutions, des projets qui permettent la montée en compétence des conseillers et aussi de créer un réseau de conseillers autour du numérique de manière à pouvoir démultiplier les usages de manière efficiente. Donc, je vais bientôt laisser la parole à Manon et Clotilde pour la présentation, mais avant d'attaquer, juste quelques règles pour le webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez couper vos caméras. Le replay sera disponible ensuite et vous sera envoyé comme la présentation complète par mail. Pendant la présentation, on vous demande de conserver vos micros coupés et d'utiliser la conversation pour poser vos questions. Et il y aura des temps libres de questions. Et là, nous vous demandons, pour le confort de tous, de lever la main à l'aide du petit icône en haut de votre écran qui permet de l'activer. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Manon Lebrun, donc de la FRQMA Ouest, et à Clotilde Normans de la FRQMA Occitanie, donc qui vont vous proposer les résultats du projet Agroup dans le cadre du mois de l'agriculture de précision qu'elles ont lancé sur LinkedIn. Donc vous avez certainement pu voir déjà un certain nombre de livrables de ce projet.
Et vous devez avoir accès, si tout va bien dans la discussion, à un petit lien sur un questionnaire, un quiz qu'elles vous demanderont d'activer tout au long de la présentation, mais elles vous feront les infos. Donc Manon et Clotilde, je vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran donc, pour nos présentations respectives à Clotilde et moi. Normalement, c'est OK. Est-ce que Cécile et Clotilde, vous pouvez me confirmer? Là, on voit Parfait. tout ton écran. Oui, nickel. Super. Eh ben, merci beaucoup de vous être du coup connecté à ce webinaire. Donc Cécile a déjà un peu parlé des règles d'usage. Ce qu'on vous propose pour rendre un peu ce webinaire interactif aujourd'hui, c'est on vous a préparé un petit quiz avec quelques questions. Donc tout se passe sous Klaxoon. Donc soit vous pouvez avoir accès via votre téléphone portable en scannant le QR code qui est affiché sur la slide, soit je vous ai également mis dans la conversation le lien du Klaxoon. Il n'y a pas d'inscription à faire, vous avez juste à remplir un pseudo. Oui, Et ce donc qu'on surtout vous... ne vous connectez pas. Oui. Et si jamais, par exemple, moi, dans mon cas, on a un compte et du coup, ça nous redirige directement vers notre compte, vous pouvez, dans ce cas-là, en fait, ouvrir une fenêtre de navigation privée et y mettre le lien. Et dans ces cas-là, il n'y aura aucun souci. Voilà, et donc les questions sont au fur et à mesure de la présentation. Gardez cet onglet ouvert et on vous dira quand passer à la question suivante. Si Oula. vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas. J'ai la conversation ouverte, je peux vous répondre. Donc d'abord pour se présenter, moi je suis Clotilde Romance, je travaille à la Fédération régionale des CUMA d'Occitanie. Donc on est basé à Toulouse et moi je suis en charge de missions autour de l'agroéquipement et l'agroécologie. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Manon Lebrun. Moi, je suis à la Fédération régionale des CUMA de l'Ouest, basée à Rennes. Donc, l'Ouest, ça comprend les trois grandes régions, donc Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Et donc, je travaille sur les missions autour de l'agriculture numérique, l'agriculture de précision et l'agroécologie. Et donc, je travaille en appui de Clotilde sur le projet A-Groupe qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer? On n'est pas sur un apport de théorie, hein. On est dans le cadre d'un projet à groupe qui est plutôt des retours terrain et de la démultiplication. Donc ce qu'on va vous présenter essentiellement, c'est tous les retours, enfin, on a sélectionné des retours d'expérience qu'on a pu avoir via ce projet-là, des observations de terrain ou largement des résultats de notre projet. D'abord, on vous fera une petite présentation du projet à groupe. Ensuite, on vous présentera dans un ordre tous les résultats. Donc, d'abord en vous parlant du concept d'agriculture de précision. Et ensuite, on vous présentera des exemples autour de technologies sur l'acquisition de données, des technologies autour de la caractérisation et les préconisations, et sur la réalisation des travaux. On aura une petite conclusion à la fin. Alors, le projet A-Groupe, c'est un acronyme pour dire accélérer la transition agroécologique grâce à la mise en œuvre collective de l'agriculture de précision. De la même façon que le projet Archipel, c'est un projet financé par des fonds CASDAR, donc par le ministère, et donc qui a lieu sur une période donnée. L'objectif, comme je vous disais, ça a pas été, c'est un projet vraiment de démultiplication, donc on n'est pas venu faire de l'expérimentation. On est vraiment dans ce projet-là pour voir sur le terrain comment l'agriculture de précision peut être utile, accessible et surtout comment elle peut contribuer à la transition agroécologique. Et donc le projet avait pour but vraiment de déployer un peu plus ces technologies sur le terrain. Lors de ce projet-là, on a travaillé sur plusieurs filières. Donc, on a travaillé notamment sur la grande culture, les légumes de plein champ et les cultures spécialisées, notamment la semence, et également sur la viticulture. Et côté technologie, donc comme on vous disait, on n'est vraiment pas sur un projet d'expérimentation. L'objectif est de travailler plutôt sur des retours terrain. Donc, on a choisi
se focus sur des technologies commercialisées et éprouvées. Donc, par exemple, tout ce qui est système d'autoguidage, toutes les solutions qui permettent d'avoir soit du semis, du désherbage ou de la fertilisation de précision, ou également de la modulation intraparcellaire. Voilà, des solutions qu'on peut trouver aujourd'hui et qu'on peut appliquer aujourd'hui dans les exploitations agricoles. À l'époque, donc ça a été déposé en 2021, donc il avait été choisi de pas forcément, avoir un gros focus sur des solutions qui étaient dites en développement ou en tout cas où on n'avait pas forcément beaucoup de retours terrain aujourd'hui. Donc on a peu, travaillé, ou expertisé tout ce qui est, autour de la robotique et de la pulvérisation ultra localisée. Donc comme je vous disais, le projet à groupe, c'est un projet qui est, multipartenarial. On a une douzaine de partenaires, sur, 2 zones de la France, sur, 3 régions au total. Donc on a, d'abord des acteurs, plutôt du terrain avec, les réseaux d'ECUMA et les réseaux, des chambres d'agriculture. Donc à l'ouest, on a, donc la FR Ouest avec Manon, également 2 fédérations de proximité d'ECUMA, donc, de Pays de la Loire et de la Bretagne. Pour le réseau CUMA côté Occitanie, on a eu 4 départements qui ont travaillé, autour de ce projet, donc Hérault-Gare, le Tarn, la Haute-Garonne Ariège et le Gers Hautes-Pyrénées. Ça a été complété du coup par le réseau Chambre, donc avec la Chambre d'agriculture de Bretagne et pour l'Occitanie, la Chambre d'agriculture d'Occitanie et notamment la Chambre d'agriculture de l'Hérault. On avait également, dans ce consortium, une structure, de coop, donc avec Terrena, qui a été très utile dans ce projet-là, qui nous a apporté énormément de connaissances techniques et de terrain. Donc c'est une coop qui se trouve plutôt sur l'ouest de la France et donc on a également 2 structures de l'enseignement agricole, avec, l'école de Huny-la-Salle et l'Institut Agro-Montpellier. Alors, donc, dans le projet, moi, ce que je vais vous faire là, grâce à cette slide, c'est un aperçu global, en fait, de l'ensemble du projet à groupe. Et on va décortiquer ça au fur et à mesure de la présentation, donc niveau par niveau. Parce que dans le cadre de ce projet, on a travaillé, en fait, sur 3 niveaux d'action avec à chaque fois des livrables concrets qui ont été conçus grâce à ces niveaux d'action, grâce à ces actions. Donc d'abord, on a le premier niveau, ici en bas de la pyramide, donc c'est l'échelle de la technologie. Donc là, on s'est appuyé sur des références existantes, donc notamment la grille d'évaluation d'Arvalis, donc qui nous a permis d'évaluer concrètement les outils via des retours utilisateurs. Donc dans le cadre de ce projet, on a eu 13 évaluations qui ont été réalisées. Ça prend ce genre de format et on va vous le présenter plus en détail ensuite. Ensuite, si on dézoome, on passe à l'échelle en fait du parc matériel. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre comment le groupe s'est équipé, comment les technologies sont utilisées, quelles technologies sont présentes, est-ce qu'elles sont utilisées et est-ce qu'elles sont utilisées à leur plein potentiel. Donc pour ça, on a construit en fait dans le cadre de ce projet des trames d'audit, une trame d'audit, et ce qui nous a permis d'auditer une dizaine de groupes, 9 CUMA et la station expérimentale de Kerguenec, qu'on présentera également un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, donc, quand on a identifié en fait ces besoins, ces problématiques, on arrive en fait au 3e niveau qui est l'accompagnement des groupes. Donc là, c'est le travail en fait des chargés de projet collectifs CUMA, les conseillers terrain, et qui vont répondre en fait, c'est leur boulot de répondre concrètement aux besoins des agriculteurs. Et au coup de ça, on a pu sortir des trames d'accompagnement et une quinzaine d'accompagnements ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Ensuite, alors là, je l'ai mis en 4e niveau, mais on peut plutôt le voir comme une action qui est parallèle en fait à ces 3 précédentes actions. C'est un gros travail de diffusion, de transfert avec des journées techniques, des démonstrations, des portes ouvertes. Et donc, en parallèle de ça, on a réalisé des panneaux d'intervention en fait pour avoir des supports techniques à présenter lors de ces événements. Pareil également, on vous en présentera quelques-uns dans le cadre de cette présentation.
Alors, donc l'agriculture de précision, c'est quoi? Donc là, ce que je vous présente, c'est en fait un des panneaux support d'intervention qu'on a réalisé. Donc, on les a produits sous forme de bâches à zéro, donc facilement transportables, afin que les équipes terrain puissent les avoir assez facilement, les transporter assez facilement et les exposer aussi plutôt facilement. Donc, l'agriculture de précision, en fait, c'est assez simple dans l'idée. Donc, c'est observer, comprendre, agir. Observer grâce à l'acquisition des données, comprendre grâce à la caractérisation et la préconisation, et agir donc à la bonne dose, au bon endroit et au bon moment. Donc, comme on peut le voir sur ce panneau, donc on a d'abord observé, on collecte des données pour mettre en évidence la variabilité des parcelles, par exemple. Ensuite, on a comprendre. Donc là, on collecte des données, on croise ces données avec des références agronomiques, des observations de terrain, de l'humain. Et enfin, on a agir. Donc là, on adapte ces interventions à l'intérieur de la parcelle. C'est vraiment le niveau action ce qui permet de concrétiser en fait tout ce qui est collecté précédemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, on va vous présenter ça étape par étape. Le point important, c'est quand même que ça repose en fait sur des prérequis matériels, notamment le GPS, la compatibilité entre les équipements et souvent via l'isobus. Donc, en gros, l'agriculture de précision, ce n'est pas une technologie, hein, c'est vraiment une démarche qui est agronomique, qui est basée sur la donnée. Donc, on va maintenant rentrer dans le détail de ces 3 étapes en s'appuyant sur les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Voilà, comme Manon vous a présenté, la première étape, c'est vraiment l'acquisition de données, parce que sans données fiables, on ne peut pas aller très loin. La récolte de données, on n'a pas attendu l'agriculture de précision pour le faire, hein, c'est déjà le cas. L'agriculteur est constamment en train d'observer avant de prendre une décision. Ce qui change vraiment avec l'agriculture de précision, c'est le type de données et la quantité de données qu'on va pouvoir venir récolter. Donc on va vraiment pouvoir venir, plutôt objectiver et quantifier ce qu'on peut peut-être déjà observer sur le terrain. L'objectif de tout ça, c'est vraiment d'avoir de la donnée qui est spatialisée. Donc c'est vraiment important qu'elle soit, assez précise en fonction de l'intervention qu'on souhaite faire, derrière, pour venir quantifier la variabilité des agrosystèmes. Pour acquérir ces données-là, il y a différents types et il y a un pléthore de technologies qui existent. Donc on a regroupé ça en grandes familles. Donc il y a l'imagerie bien sûr par satellite, ou par drone ou par caméra embarquée, notamment pour tout ce qui est, la réalisation de cartes de biomasse. Ensuite, il y a toute la famille autour des capteurs embarqués sur le matériel. Donc ça, on donnera tout à l'heure un exemple un peu plus précis. Et également tout ce qui est capteurs ponctuels à la parcelle. Ce qu'on peut citer, c'est notamment les stations météo qui aujourd'hui maillent très bien le territoire, ou par exemple des sondes qui sont plus ponctuelles dans les parcelles, comme les sondes capacitives ou d'hydrométrie. L'exemple qu'on voulait vous donner en tant de résultat ou de livrable, et vous présenter un peu ce qu'on a pu faire, c'est ici, sur ces acquisitions de données-là, vous présenter, donc c'est un autre panneau d'intervention, qui, comme, Manon en parlait, a vraiment pour but, d'être utilisé sur le terrain lors d'événements ou lors, de rencontres avec des agriculteurs pour un peu vulgariser toutes ces technologies d'agriculture de précision. Et donc on en a fait, 7 des panneaux. Et donc on a choisi d'en faire un autour, des drones, et donc pour présenter un peu, le panorama des usages, des drones agricoles, ou en tout cas des potentiels usages des drones. Je ne vais pas venir en détail et de vous présenter, tous les livrables. De toute façon, on vous dira tout à l'heure, vous pouvez les retrouver par ailleurs. Mais ici, on a présenté par exemple les drones, en séparant les drones pour tout ce qui est captation de données, donc c'est les nuages en bleu. Et ensuite, plutôt les drones sur la partie vraiment action, qui sont en vert. Ce qui est intéressant sur ce panneau-là aussi, c'est de faire un petit focus, et ça, c'est vraiment pour aller plus loin dans la discussion lors des interventions, sur comment on peut accéder à cette technologie-là. C'est aujourd'hui une grosse question autour du drone, hein, de savoir, voilà, est-ce qu'on peut passer par l'achat, ce qui est possible, mais qui peut être très contraignant au niveau réglementaire, au niveau aussi de la nécessité de passer par un, un permis, ou également pouvoir accéder plutôt en prestation de service.
Donc, avant de passer, de vous présenter un autre outil, un autre exemple sur l'acquisition de données, voilà, on va faire la première question de notre quiz. Donc, pour cela, pour rappel, ça se passe sur Klaxon. Donc, vous avez le lien dans la conversation, aussi le QR code si vous voulez le faire. Donc, pour ceux qui ne se connectaient pas sur Klaxon, je vais vous lire la question quand même. Donc, la question, c'est à la moisson. Quelles solutions permettent de capter la donnée en temps réel? Et il y a 3 choix avec un choix unique. Donc, la première possibilité de solution, c'est uniquement la pesée globale du grain à la benne à la fin de la parcelle. Une autre possibilité, c'est le couplage entre un capteur de débit en pesée embarquée, un capteur d'humidité et une antenne GPS, ou aussi la possibilité d'utiliser des analyses d'images par satellite le jour de la récolte. Donc là, je vous laisse un peu de temps pour répondre. Et voilà, et donc la bonne réponse, normalement, vous devez la voir s'afficher sur votre écran. Donc, c'est le couplage entre un capteur de débit en pesée embarquée et un capteur d'humidité et d'une antenne GPS. Donc voilà, le capteur de débit va vraiment venir mesurer en continu la quantité de grains récoltés. Et c'est important de le coupler à ce capteur d'humidité qui va donner la qualité du grain au moment de la récolte. Puisque si on a un grain qui est plus humide, ça ne veut pas dire qu'il va être plus lourd, ça ne veut pas dire qu'on récolte plus. Et d'avoir le côté GPS pour vraiment localiser précisément le rendement sur la parcelle, ce qui va permettre de nous faire des cartes de rendement. Et Donc là, vous donc là, pouvez passer à la question 2. exactement. Et donc la deuxième question, ce qu'on vous demande, c'est quel est le principal intérêt de générer une carte de rendement? Du coup, une fois qu'on a ces capteurs, on a une carte de rendement. Donc, est-ce que c'est pour calculer précisément le temps de travail du chauffeur? Est-ce que c'est pour justifier le prix de vente de la moissonneuse-batteuse? Ou est-ce que c'est pour visualiser l'hétérogénéité de la parcelle, pour identifier des zones où le potentiel n'a pas été atteint? Voilà. Alors, le principal intérêt de la carte de rendement, c'est quand même de mettre en évidence cette variabilité intraparcellaire, hein. C'est pas, même si ça coûte pas de justifier le prix de vente de la moissonneuse-batteuse. Donc, le but, c'est vraiment de visualiser des zones à fort potentiel ou des zones qui sont moins productives. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que c'est vraiment une première base d'analyse. La carte de rendement ne va pas vous permettre forcément d'avoir tout de suite une autre carte, par exemple, de modulation. Il faut croiser ça avec d'autres données. L'exemple un peu qu'on voulait vous montrer et ce sur quoi on a travaillé dans le projet sur la partie acquisition de données. Donc, je vais vous présenter un accompagnement qui a été fait dans le Gers par un collègue, donc Whitfield Leprat, qui est animateur à la Fédération des CUMA. Et donc, c'est un accompagnement autour du renouvellement de sa moissonneuse-batteuse. Donc, il y a 8 utilisateurs autour de cette moissonneuse-batteuse et donc ils doivent renouveler leur moissonneuse-batteuse. Donc, cet accompagnement au départ est assez classique, donc c'est ce que font nos animateurs de façon assez quotidienne. Donc d'abord, ils ont diagnostiqué les attentes des adhérents, faire l'état des lieux un peu de ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, il a co-construit avec les futurs utilisateurs de la CUMA le cahier des charges techniques. Il a fait l'analyse économique et les simulations de coût de prix, du coût de revient pour définir un peu le tarif de prestation. Et du coup, là, la dernière étape, c'est celle-ci qui nous intéresse particulièrement dans la groupe, c'est le questionnement avec le groupe pour intégrer des solutions d'agriculture de précision, notamment l'autoguidage, mais aussi l'option de cartographie de rendement. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cet accompagnement et les points de vigilance qui en ressortent, c'est qu'avant de souscrire à ce type d'option, il y a vraiment des questions à se poser. Donc c'est savoir déjà si la donnée qui va être récupérée va être utilisée et va être comprise. Donc est-ce que les utilisateurs sont prêts à se former, à travailler sur ces données qui vont leur être récoltées, mais aussi de savoir si le parc global matériel des CUMA ou des adhérents va permettre d'aller plus loin que la carte de rendement.
qui est le cas ici puisque cette CUMA a un distributeur d'engrais qui est compatible avec de la modulation. Et donc là, on voit vraiment l'intérêt de réfléchir l'agriculture de précision au niveau du parc et pas seulement au niveau du matériel, où on vient vraiment voir la complémentarité entre la moissonneuse-batteuse avec les cartos de rendement et l'application qu'on pourra ensuite en faire avec le distributeur d'engrais qui permettra de moduler en fonction notamment des données de cartographie de rendement. Alors, une autre question avant de passer sur la deuxième étape de caractérisation et de préconisation. Donc, on vous demande quelle est la fonction principale d'un OAD, donc un outil d'aide à la décision. Est-ce que c'est de traduire des données brutes, météo, capteur, modèle, en indicateurs pour sécuriser un itinéraire technique? Est-ce que c'est pour automatiser la prise de décision pour libérer l'agriculteur? Ou est-ce que c'est pour remplacer l'expertise agronomique du conseiller? Alors bien sûr, c'est, pour traduire des données brutes. On ne vient pas du tout, remplacer la prise de décision par l'agriculteur ou l'expertise de ce conseiller. Le but, c'est vraiment de venir sécuriser et optimiser les décisions en s'appuyant sur les données disponibles. Je les passe en même temps que l'autif, comme ça je pourrais le mettre en l'écran en fait, ça sera peut-être mieux. Ouais. Donc c'est la question suivante. Non, d'abord on retourne sur la slide. Ah, excuse-moi, évidemment, Pas de problème. Donc voilà, donc la deuxième étape, comme parlait Marion hein, sur notre cycle de l'agriculture de précision, c'est la partie caractérisation et préconisation. Donc une fois qu'on a acquis un peu toutes ces données spatialisées, la question c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est vraiment d'essayer de croiser plusieurs couches d'informations. Donc c'est toujours la même chose, hein, sans l'agriculture de précision, on le fait déjà. L'observation amène une décision. Ce qui est plus difficile avec l'agriculture de précision, c'est que la quantité et la variété de données est assez massive, donc on ne peut pas forcément la traiter en tant qu'individu. Donc c'est là où ça peut être intéressant de s'appuyer sur des outils d'aide à la décision. Donc un outil d'aide à la décision, c'est un outil qui va vraiment traiter énormément de données pour proposer une décision ou une préconisation. C'est des outils qui sont basés sur des modèles agronomiques. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle agronomique? C'est vraiment une représentation mathématique de la réalité pour essayer de proposer ensuite des préconisations. Ce qui nous paraissait important de préciser, c'est que ces modèles agronomiques qui sont développés soit par des instituts techniques, soit par des sociétés privées. Donc, ils peuvent être l'orientation de l'OAD et du coup du modèle agronomique peut varier en fonction de l'outil. Et donc, même sur un outil d'aide à la décision pour un choix de fertilisation, s'il n'est pas basé sur le même modèle, vous n'aurez pas forcément la même recommandation. Et donc, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec un groupe, c'est l'illustration de l'utilisation d'un de ces OAD. Donc, c'est un OAD, c'est le OAD Vintel, qui aide au pilotage de l'irrigation et du risque mildiou. Donc, c'est un retour d'utilisateur. Donc, c'est un utilisateur, Monsieur Gorlier du Mas-Valoussière, qui travaille sur un vignoble dans l'Hérault. Donc, il travaille 13 hectares. Donc, tout son vignoble est en bio. Et donc, son besoin et pourquoi il a été motivé de passer sur cette OAD, c'est que c'est une zone qui est particulièrement pauvre en eau et donc ça va s'accélérer au fur et à mesure. Et également, vu qu'il est en bio, il y a une difficulté de se rattraper si jamais le mildiou arrive. Il a des solutions de préconisation, mais préventives, mais pas curatives. Donc, il était vraiment intéressé par ça. Donc les évaluations, elles sont toutes basées de la même chose. C'est l'utilisateur qui va noter son outil sur 7 critères. C'est des critères qu'on s'est basés sur un questionnaire Arvalis. Donc je ne vais pas vous venir en détail, mais ce qui est intéressant ici avec l'évaluation de cet exemple-là, déjà c'est qu'il est largement satisfait avec une note de 4,1 sur 5. Donc il a une bonne utilisation de cet outil. Et Marion, Manon, si tu peux passer. Ce qui est intéressant, c'est pour lui, notamment, c'est que ça lui a fait un vrai gain en tranquillité, notamment sur la partie milieu.
Ça lui permet surtout de confirmer un peu ce qu'il peut voir et le conforter dans ses idées. Et surtout sur cette OAD, ce sur quoi il est très satisfait, c'est que les indicateurs pour lui sont jugés vraiment fiables. Le petit frein, par contre, ça reste pour lui le coût. On voit, c'était le point un peu plus négatif, qui est un peu moins bien noté. C'est que pour lui, ça reste quand même un outil qui reste cher. Donc lui, il est en bio, il arrive à bien valoriser son produit, mais ça peut être bloquant pour la massification de l'utilisation de cet outil-là. Une dernière question sur la partie OAD. Donc la question, c'est sur quoi repose la fiabilité d'un OAD pour le risque mildiou et le stress hydrique? Est-ce que c'est sur les prévisions météo à 7 jours? Est-ce que c'est sur le croisement entre la météo, le modèle de croissance de la plante et la réserve utile du sol? Ou est-ce que c'est sur l'historique des maladies sur les 5 dernières années? Et donc la bonne réponse, c'est le croisement entre la météo. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est sur, ce type d'OAD, ce qui peut être parfois oublié, c'est la réserve utile, alors que c'est quand même un facteur qui est très important et déterminant pour, le pilotage, notamment de l'irrigation. Et donc, je vais laisser visionner, une partie d'une vidéo, donc qui reprend le témoignage de cette personne sur, l'utilisation de cette OAD. Est-ce que vous avez le son? Non, Non. il faut que quand tu partages, il faut que tu départages et que tu repartages, Manon. Et quand tu ouvres la fenêtre partage, en haut à droite, tu as inclure le son. Il faut que tu arrêtes le partage dans Teams. Ah oui, pardon. Alors attendez, je reviens, je pars. Et donc Voilà. quand je partage, En haut à droite, tu as partagé du contenu et tu as inclure le son. alors Tu sais, tu dois choisir écran, tout ça. partager aussi toutes les audios, je coche. Voilà. Hop, ok. Du coup, pour vous dire un peu ce qui nous a vraiment intéressé dans ce témoignage-là, c'était vraiment de voir la complémentarité entre l'outil et l'agriculteur. Donc l'outil peut alerter sur un risque, notamment un stress hydrique, mais l'agriculteur connaît très bien son vignoble. Il sait aussi qu'il est sur du Guillaume Gache, responsable technique vignoble Jean-Jean. Je m'occupe de 3 propriétés pour un total de 110 hectares en vigne. Nous utilisons l'OAD Vintel depuis 2 campagnes. C'est un OAD qui est assez complet. Donc il y a à la fois la partie maladie, oïdium, mildiou et aide au pilotage de l'irrigation. On est dans un contexte avec une disponibilité en eau de plus en plus réduite. On n'a pas la possibilité de tout irriguer. Donc l'intérêt de ce suivi, ça nous permet de connaître l'état hydrique de la plante en temps réel et pouvoir déclencher le plus tard possible. Ça nous permet d'intervenir vraiment au bon moment. Donc de ce fait économiser de l'eau et oui, irriguer du coup plus de parcelles. La difficulté, c'est que pour caler le modèle, il faut faire des mesures de chambre à pression, donc qui doivent se faire la nuit. J'étais assez surpris par la facilité qu'on a eue de caler le modèle dès la première année, malgré l'hétérogénéité d'une parcelle à l'autre. On utilise l'OAD pour gérer le milieu. Ça ne permet pas forcément de réduire le nombre de traitements. Par contre, étant donné qu'on est en bio, on n'a aucune solution en curatif. Donc ça permet de ne pas rater les fenêtres d'intervention, à la fois en termes de météo et de sensibilité. Je conseillerais l'OAD surtout sur la partie irrigation. Et aujourd'hui, sans OAD, à part faire des mesures, mais qui sont très coûteuses en temps, que quasiment personne n'est capable de faire, c'est indispensable d'avoir cet appui-là. Voilà, et ce qui était, assez intéressant, donc là on ne voit pas dans la vidéo, mais c'est aussi que, parfois l'OAD, indique qu'il va être en stress hydrique, mais l'agriculteur connaissant bien ses vignes aussi, peut parfois, attendre un peu parce qu'il sait qu'elles peuvent supporter le stress hydrique. Donc on voit bien que, l'OAD ne vient pas remplacer la décision de l'agriculteur, mais vient vraiment la supporter, quoi. Vous m'entendez encore? Oui. Ah oui. Donc la question 5, donc comment
produit-on une carte de préconisation prête à être utilisée par le tracteur? Donc, 3 choix. Le premier, le chauffeur la dessine directement sur sa console en arrivant dans le champ. Deuxième choix, elle est générée automatiquement par le distributeur d'engrais dès qu'il détecte une zone pauvre. Troisième choix, elle est créée sur un logiciel à partir de données de sol, de biomasse ou de rendement, puis exportée, souvent en format ISO XML. Je vous laisse quelques secondes le temps de répondre. Donc, on est sur la troisième réponse. Donc, en effet, une carte de préconisation, donc ça se construit en 2 étapes. On a d'abord donc la collecte des données, comme a expliqué Clotilde, qui permet de générer en fait des cartes. Et ensuite, c'est couplé avec de l'interprétation humaine. Donc, ça peut être couplé avec d'autres données. Et on va avoir donc soit l'agriculteur et ou le conseiller qui analyse et croise ces données donc pour définir ces zones et ces doses. Et encore une fois, avoir la décision finale. Ensuite, donc, ça donne forcément une carte de préconisation qui va pouvoir être exportée vers le tracteur pour piloter la modulation. Donc, maintenant que Clotilde nous a présenté donc, les étapes 1 et les étapes 2 de l'agriculture de précision, moi, je vais vous parler de la troisième et entre guillemets dernière étape donc, pour vraiment avoir l'action au champ. Donc qui permettent en fait la réalisation des travaux. Donc on a soit donc les interventions qui peuvent être pilotées en instantané par des capteurs embarqués sur l'outil ou bien en différé en transférant les données de préconisation vers le matériel avant l'intervention. Et donc pour illustrer ça, je vous propose de nous baser sur un exemple de la modulation d'engrais solides avec l'exemple ici de la CUMA de plus rien. Donc là, on est vraiment encore une fois sur l'étape 1, donc l'évaluation de la technologie. Donc on est allé rencontrer en fait la CUMA de Plurien, donc c'est une CUMA du 22, donc en Bretagne, 130 adhérents, 13 salariés, donc c'est une grosse CUMA. Et on a évalué du coup le distributeur d'engrais qui est utilisé là-bas et donc qui est capable de faire de la modulation intraparcellaire à partir de cartes. Donc, leur motivation à l'achat, c'était de réduire les surdosages et d'améliorer la précision des chantiers en CUMA. Donc, en gros, on passe clairement d'une même dose partout, donc en considérant que la parcelle est homogène, à une dose adaptée à chaque zone. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les résultats sont plutôt positifs. Donc, on obtient une note de 3,7 sur 5. Donc, ce que nous disait en fait, donc c'est Nicolas Béret de la CUMA de Plurien, ils étaient satisfaits sur le point qu'ils observaient une réelle réduction des intrants. On avait un outil qui était jugé fiable, mais il restait néanmoins des points de vigilance, notamment, et ça on l'entend souvent quand on parle d'agriculture de précision, une prise en main qui peut être plus ou moins longue. Donc pour eux, ça a pris environ une saison. Un besoin d'être à l'aise avec le numérique, donc en lien avec la prise en main de l'outil. Et il y avait des contraintes techniques au démarrage, donc au niveau des cartes, avoir les bons formats de cartes, les rentrer dans le matériel, donc avoir les outils compatibles, etc. Donc, on va passer donc, à la question 6 du quiz. Donc, je vais vous la donner à l'oral. Donc, suite à une carte de biomasse, quelle stratégie de modulation est possible? Premier choix, une dose fixe sur toute la parcelle. La stratégie potentielle, on met plus là où le potentiel est déjà haut pour maximiser le rendement. La stratégie compensation, on met plus d'azote là où c'est faible. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Donc ici, c'était une question à choix multiples. Donc il y a deux réponses qui sont bonnes. Donc la stratégie potentielle,
ou donc on met plus d'engrais là où le potentiel est déjà haut pour booster le rendement, ou la stratégie compensation en disant là mon potentiel il est faible, donc je vais mettre plus d'azote pour essayer de sortir le maximum de rendement. Donc voilà, c'est ce que, par exemple, c'est la modulation de la fertilisation azotée. Donc les zones à faible biomasse, on apporte plus d'azote pour soutenir le potentiel. Les zones à forte biomasse, là, on apporte moins d'azote pour éviter les excès. L'objectif, c'est d'homogénéiser la culture et optimiser les apports. Encore une fois, c'est au choix de l'agriculteur d'en mettre plus ou moins et de gérer. En fait, c'est une différence de stratégie, mais elle peut être propre à chaque agriculteur. Là, on va mettre les 3 prochaines questions. Donc là, vous pouvez aller à la question suivante qui est la question 7. Donc, quels sont les prérequis techniques à vérifier sur un épandeur pour réaliser de la modulation automatique? Choix 1, une vitesse d'avancement constante obligatoire pour que la modulation fonctionne. Choix 2, un terminal compatible ISO XML et une bonne connexion GPS. Choix 3, un système capable de faire varier automatiquement la dose, DPAE modulation. Je vous laisse encore quelques instants. Donc, pour répondre à cette question, ce sera un terminal compatible ISO XML et une bonne connexion GPS et un système capable de faire varier automatiquement la dose. Et donc, oui, les prérequis, quand on dit qu'il y a un système capable de faire varier automatiquement la dose, c'est un système pilotable. Donc, il peut être électrique ou hydraulique, mais en tout cas, en mécanique, ça ne fonctionnera pas en automatique. Donc, plus compatible avec le terminal. Et évidemment, ce n'est pas le choix 1, puisque la vitesse peut varier. C'est justement le rôle du matériel d'adapter la dose en continu. Vous pouvez passer à la question 8. Quelles est ou sont là où les méthodes pour moduler l'engrais solide? Choix 1, adapter la dose via un système DPAE avec ou sans carte de préconisation. Entre parenthèses, la modulation automatique. Modifier la largeur de travail en fonction des zones de la parcelle. Choix 2. Le choix 3, c'est faire varier le débit d'engrais, ouverture de trappe, vitesse des disques, manuellement ou automatiquement. Donc, on aura également 2 bonnes réponses à cette question. Ça sera la première, qui est d'adapter la dose via un système DPAE avec ou sans carte de préconisation, ou de faire varier le débit d'engrais et l'ouverture de trappe, vitesse des disques, manuellement ou automatiquement. Et oui, là, ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est que certes, quand on pense à la modulation d'engrais solides, on a une gestion qui est automatique, mais il existe aussi des agriculteurs qui, avec les cartes, vont ajuster manuellement en fait, la dose d'engrais sur leur outil. C'est moins pratique, mais ça se fait aussi. On va retourner sur la visio. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple de modulation intraparcellaire de la dose d'engrais. Donc, ça sera cette fois-ci, nous partons à la CUMA de Montgaillard-Lauragais. Donc, c'est une CUMA du Sud où on a réalisé un audit du parc matériel. Donc, la CUMA Montgaillard-Lauragais, c'est une CUMA avec une dizaine d'adhérents et on a un agriculteur qui est moteur et qui va être référent sur ce qui tourne autour des technologies de précision. Alors, le cœur de l'audit, c'est, moi je vais vous parler du distributeur d'engrais. Par contre, vous pouvez voir également qu'elle a d'autres technologies. Comme je vous disais, le niveau 1, on avait vraiment une vision sur une technologie. Le niveau 2, donc quand on passe à l'échelle du parc matériel, on va regarder l'ensemble des équipements qui sont équipés de technologie. Donc là, on avait par exemple un pulvérisateur équipé de la coupure du buse à buse et une moissonneuse-batteuse qui fait de la cartographie de rendement. Alors, donc, si on repart donc, sur notre distributeur d'engrais, donc vous voyez, modulation, coupure de section, voilà, équipé des GPS, avec équipé Isobus également.
Donc là, c'était dans un contexte d'inflation des prix des engrais minéraux, où ils se sont dit, pourquoi pas tenter la modulation, si on peut en mettre moins, c'est mieux. Donc on voulait optimiser la dose d'azote. Ici, quand je vous parlais de stratégie, donc Alain Baron, c'est le référent précision de la CUMA, pour lui, donc je cite, la technologie nous fait reconsidérer l'azote pour viser le potentiel de rendement plutôt que de juste économiser les intrants. Donc, voilà, les motivations sont claires. On a des motivations qui sont économiques avec le prix des engrais, agronomiques, parce qu'ils cherchaient aussi à mieux valoriser le potentiel. Et un autre facteur qui n'est pas négligeable, ils ont été aussi sensibilisés en fait à ces technologies par Arteris, qui est une coopérative locale. Tous ces éléments leur ont permis de passer le cap, d'acheter le matériel équipé pour faire de la modulation. Alors, côté résultat, ce qu'ils observent, c'est qu'ils ont une culture plus homogène. Au final, d'après eux, c'était un outil qui était assez simple à utiliser. Et à l'échelle de la CUMA, en tout cas, pour eux, ils n'ont pas répercuté, il y avait très peu d'impact sur la facturation des adhérents. Donc, certes, il y avait un investissement au départ, mais ça ne serait pas trop ressenti à l'échelle individuelle. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est aussi des limites, une indépendance aux cartes. Dès qu'il y a des problèmes de cartes, forcément, il faut qu'ils fassent appel aux fournisseurs. Il faut que, quand ils reçoivent les cartes, ils sont dépendants en fait de leur fournisseur. Ils ont noté également des incertitudes sur la durée de validité des données cartographiques. Une fois qu'ils recevaient ces cartes avec toutes ces données, à quel moment, en fait, je ne sais pas s'ils utilisaient leur machine 10 jours après. Est-ce que c'était encore toujours d'actualité? Voilà, il y avait des questionnements autour de ça. Mais quand même, le retour est très positif parce qu'ils se sont posé la question. Ils vont bientôt renouveler en fait leur semoir monograine et ils se disent tiens, maintenant que ça marche bien sur la dose d'azote, pourquoi pas en fait le faire sur la modulation de la dose de semis. L'objectif, ça serait de confronter. Donc là, quand je vous dis que de prendre les données et de les compléter les unes avec les autres, ils voudraient confronter en fait la cartographie de rendement N-1 avec la cartographie de modulation en année N, pardon, et ce qui leur permettrait aussi d'avoir des données pour moduler donc la dose de SMI dans les années à venir. Donc, on va passer à la question 9. Non, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Oh là là là. Oui, alors on a fait nos 3 étapes et il y avait un point en particulier qu'on voulait, c'est un peu une lumière qu'on voulait mettre, qui a été notre fil conducteur sur le projet finalement. Et donc pour savoir de quoi on va parler, on vous pose la question, c'est quelle technologie pour vous est indispensable pour mettre en œuvre toutes les solutions de précision qu'on a pu évoquer aujourd'hui? Est-ce que c'est un boîtier de guidage visuel? Est-ce que c'est un système d'autoguidage avec un système de GPS, un signal de GPS corrigé? Ou est-ce que c'est avoir une bonne connexion 5G en cabine? Alors, la bonne réponse, donc, c'est la réponse 2. C'est le système d'autoguidage avec un signal GPS corrigé. C'est quelque chose qu'on a vu à travers le projet à groupe. On ne pensait pas avoir autant de travail et autant d'évaluation, d'audit et d'accompagnement autour de cette question de l'autoguidage. Et finalement, on se rend bien compte que l'autoguidage est vraiment la porte d'entrée pour certains groupes à toutes ces solutions d'agriculture de précision. Manon, si tu peux retourner sur la présentation. Et donc, ce qui est ressorti, donc on a fait là 2 panneaux pour vraiment décortiquer un peu cette question du GPS et de l'autoguidage. Donc déjà pour bien remettre et resituer quels sont les types de signal GNSS. Donc on a vraiment le signal initial et les corrections possibles avec plus ou moins de précision. Et si tu passes à la suite, le panneau aide vraiment aussi à savoir
quel est le niveau de précision qui est nécessaire en fonction des différents chantiers qu'on va avoir. Voilà, si on veut faire de l'épandage, aller chercher de l'autoguidage et de la précision RTK au centimètre n'aura pas forcément grand intérêt. Par contre, sur un chantier de binage de précision, par exemple, là, l'autoguidage devient indispensable, comme la correction RTK, pour avoir vraiment une capacité à pouvoir venir biner de façon précise. Donc, dans tous les projets à groupe, cette question de l'autoguidage, ça représente 6 évaluations, 2 audits de parc matériel et plus de 8 accompagnements de CUMA. Donc, on voit que même si l'autoguidage et le GPS, c'est quelque chose qui existe depuis des années, hein, c'est vraiment pas une technologie nouvelle. Par contre, elle pose encore question aujourd'hui et elle est intéressante d'être traitée et surtout d'accompagner les groupes sur ça pour ensuite enchaîner sur les autres solutions d'agriculture de précision. Donc, sur ce travail de l'autoguidage, on a une dernière question, donc la question 10. Donc là, on va venir un peu plus précis dans les chiffres. C'est selon vous, cette solution, ces systèmes d'autoguidage sur des tracteurs neufs qui font plus de 150 chevaux, quel est le taux qui est équipé en sortie d'usine aujourd'hui, enfin en 2023? Donc, est-ce que c'est 30% des tracteurs, est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 80? Et donc, la bonne réponse, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des tracteurs neufs qui ont plus de 150 chevaux qui sont en sortie d'usine, prééquipés de systèmes d'autoguidage. Et donc ça, c'est des chiffres qui nous viennent d'un travail qui a été fait par l'Institut Agro-Montpellier via son observatoire des usages du numérique. Donc, qui ont publié une infographie qui est très intéressante. Donc là, c'est vraiment des chiffres clés. Ils sont venus étudier le marché français via des entretiens. Et donc, ça nous a permis d'avoir un peu une image à l'instant T de 2023 du marché de l'autoguidage. Donc voilà, ce qui pour nous était intéressant, c'est vraiment de voir en première monte, il y a quand même un taux d'équipement aujourd'hui qui est assez important. Bon, surtout sur des grosses puissances, mais aussi de voir que le marché de la seconde monte a fortement augmenté. Aujourd'hui se stabilise, mais on trouve des systèmes qui permettent de venir équiper des tracteurs qui n'étaient initialement pas équipés. Donc on peut équiper des tracteurs de 1980, il n'y a pas de problème. Et donc on peut trouver des systèmes d'autoguidage comme ça sur des tracteurs pas prééquipés et donc qui coûtent souvent beaucoup moins cher. Le travail aussi de l'observatoire l'observatoire, c'est aussi d'essayer de comprendre l'adoption de ces solutions d'agriculture de précision et du numérique de façon générale. Et donc, ils ont travaillé un peu faire ressortir pour l'autoguidage quels sont les facteurs d'adoption et les freins à l'adoption de l'autoguidage. Donc, ce que nous, on a aussi beaucoup vu à travers nos évaluations, c'est qu'en termes d'adoption, ce qui va vraiment venir changer la donne, c'est le confort de travail qu'apporte l'agriculture, l'autoguidage. C'est beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de stress pour le conducteur. Et aussi la productivité, parce qu'on va pouvoir avoir une attention accrue sur l'outil et ne plus se concentrer sur la conduite. Et on a aussi un débit de chantier qui peut être augmenté. Au niveau des freins, le premier frein, c'est souvent économique, c'est encore une option qui est perçue comme chère. Et aussi la complexité, donc la difficulté de venir paramétrer, de venir s'approprier cette solution-là, comme beaucoup de solutions numériques. Et donc c'est là où des projets comme Archipel ou Agroup sont intéressants de pouvoir venir accompagner les agriculteurs sur l'adoption. Là, je laisse Manon présenter pour vous. C'était à refaire, en fait, on prendra. Oui, donc là, je vous propose un extrait vidéo d'environ 30 secondes. C'est juste un extrait, ce qui illustre un audit du parc matériel qui a été réalisé à la station expérimentale de Kerguenec, donc dans le Morbihan, en Bretagne. Donc, en contexte, dans cette station, la précision, elle est intégrée sur toute la chaîne, donc du semis à la récolte, avec modulation sur semoir, il y a la pulvérisation, buse-à-buse, compensation de courbes, la modulation des engrais, il y a des cartographies de rendement, on a des bineuses qui sont équipées de caméras. Et ce qui ressort fortement, c'est un point clé, c'est l'interopérabilité entre les outils, les consoles, les données. Et c'est vraiment en fait la condition pour que ça fonctionne. Donc je vous laisse écouter
écouter leur retour sur ce point. aurait plus le temps Permettez-nous. d'expérimenter avant de choisir un système, la puissance des consoles et notamment la puissance des autoguidages. C'est le point de départ. Parce qu'il Une y a eu fois un qu'on souci. a un système de guidage performant et où l'interopérabilité est prise en compte, derrière, en fait, ça nous laisse tout un panel pour piloter des outils et mettre en place des stratégies innovantes. Donc voilà, pour eux, c'était, enfin, si c'était à refaire, hein, c'est le message qu'ils souhaitent faire passer. Ils auraient peut-être construit en amont, en fait, l'interopérabilité entre les outils, parce que là, en fait, en pensant tout séparément, ils ont eu quelques galères, en fait, entre les tracteurs, entre les consoles. Et en fait, pour eux, le point de base, hein, c'est de vraiment réfléchir à les outils ensemble. Donc, c'est encore une fois un message pour l'agriculture de précision, c'est vraiment une démarche et il ne faut pas avoir vraiment un œil uniquement sur la technologie. Tous ces livrables, donc encore une fois, on vous a présenté seulement des extraits. Il y a eu d'autres infographies qui ont été faites par la chaire agrotique. Il y a des dossiers sur le désherbage mécanique de précision qui a été également réalisé par la chaire agrotique, des audits, d'autres panneaux d'intervention. Enfin voilà, tous ces éléments, ils sont disponibles donc en ligne. Grâce au centre de ressources L'Essentiel de l'agriculture de précision. Donc, il se présente en fait sous la forme d'un PDF cliquable. Il vous suffit de cliquer agriculture de précision, centre de ressources sur Google et normalement, vous pouvez tomber quasiment directement dessus de mémoire. Et donc, sur ce PDF cliquable, donc, on a un premier niveau en fait de thématiques. Donc, on a gestion des cultures, gestion de l'eau, gestion des sols, cartographie des parcelles, robotique, suivi matériel et opérations agricoles. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui est les boîtiers connectés, Carnot, SAM6 et autres. On a une thématique autour des solutions de guidage et partage des données. On a également une catégorie qui est annexe, où on a remis en ligne, parce que le but, hein, encore une fois, c'est de ne pas multiplier les outils, mais de faire du lien entre les outils existants. Donc, notre catégorie autres centres de ressources en ligne, donc on a trouvé en fait sur Internet et qu'on a remis en fait dans ce centre de ressources. Il y aura uniquement du coup la gestion des cultures qui, vous imaginez, est quand même un dossier qui est assez complet, où vous retrouvez un deuxième niveau de PDF cliquable avec des thématiques plus précises. Et donc, l'ensemble des livrables qu'on vous a présentés aujourd'hui sont dans le centre de ressources. Également d'autres livrables, parce que l'objectif de ce centre de ressources, c'est vraiment de l'avoir pérenne entre différents réseaux, réseau Chambre, réseau CUMA. Enfin voilà, il est ouvert à tout le monde, entre partenaires du projet, et ce qui vous permet d'accéder en fait à des ressources en ligne. Donc, depuis les projets qui ont démarré sur l'agriculture de précision il y a 6, 7, 8 ans, enfin, voilà, tout est centralisé dans un même endroit est disponible en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir donc Centre de ressources agriculture de précision. J'ai mis le lien dans le chat, si vous voulez. Parfait, merci Clotilde. Et donc voilà, on conclut à 1 minute. On n'aura pas forcément le temps pour des questions, à part si Cécile, on peut rester un peu plus longtemps si certains ont des questions. Mais voilà, le but pour vous dire de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, parce que ce mois-ci, en avril, on fait le mois de l'agriculture de précision. Donc on a une publication par jour sur nos différents réseaux pour vous présenter un de ces livrables d'Agroup. Donc voilà, ça peut être une évaluation, un audit, une vidéo, peu importe. Et puis surtout, nous, à Groupe, c'est fini en 2025, mais avec le réseau CUMA et nos partenaires, on continue forcément à travailler sur ces questions-là via d'autres projets, notamment via de la formation aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à rester attentif à nos actualités. Eh bien, merci beaucoup Manon et Clotilde. Je pense que s'il y en a, on peut peut-être prendre, s'il y a des questions, on peut peut-être prendre 5 minutes pour répondre. Je ne sais pas, parmi les participants. Il y avait une main levée, mais qui s'est rebaissée. Ça, c'est moi qui viens de la lever, je me trompais de clic. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à prendre la parole. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, elle est très riche et qui montre les résultats de ces 3 années de travail et
et de toute l'analyse qui a pu en être faite et de toute la compréhension qu'on peut avoir grâce à ce projet et au support aussi que vous proposez. Voilà. Donc, a priori, vous avez répondu à la question avant que vous la posiez, car votre présentation était très complète et très... Voilà. Mais juste, s'il n'y a pas plus de questions, et pour conclure, donc je vous mets dans la conversation, comme à chaque webinaire Archipel, un petit questionnaire pour nous donner votre avis sur le webinaire et nous proposer aussi des améliorations et des propositions de thèmes qui pourraient vous intéresser. Et donc, juste aussi vous rappeler que là, pour le premier semestre, on a encore des webinaires en prévision qui sont plutôt des webinaires autour de la recherche, autour du numérique en agriculture, avec des anciennements des projets Occitanum et Codex, donc avec un prochain webinaire le 12 mai sur tout ce qui est l'évaluation environnementale de la digitalisation par Alessia Gobrecht de l'INRAE. Et le 9 juin, une autre intervention de Mauro Flores sur plus une approche sur les avantages sociaux et humains. Donc voilà, donc n'hésitez pas là aussi à nous suivre sur notre page LinkedIn, comme vous avez la page FRCUMA Occitanie ou FRCUMA Ouest. Pour le reste, je viens donc, je vous l'ai dit, de vous mettre le formulaire d'évaluation, donc surtout n'hésitez pas à le compléter maintenant ou plus tard, mais si vous le faites maintenant, ça sera fait, il est assez court. Voilà. Et donc, s'il n'y a vraiment plus aucune question, je vous propose d'aller manger et donc de vous dire qu'on reste à votre disposition pour plus d'informations. Et encore, merci beaucoup Manon et Clotilde pour cette intervention sur l'agriculture de précision. Eh ben, merci à vous tous et merci de l'invitation, Cécile, pour présenter tout ça. Et merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.